Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 14 juin 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle semaine. Cette semaine, il y a eu l'événement Apple, la présentation, le WWDC, au niveau du développement, la présentation d'iOS 18, iPadOS, macOS, bref, il y a beaucoup de choses. Je ne couvrirai pas toutes les actualités parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais j'espère que vous allez apprécier. Et puis, j'ai des petits problèmes de console, juste pour ma petite histoire à moi. Des petits problèmes de console. Et j'espère que ça va se remettre en place très bientôt. Sinon, la semaine prochaine, peut-être qu'on va avoir un autre son au niveau du micro. Je suis en train de faire des tests pour avoir une solution de backup, comme on dit, en cas de problème. Mais je suis en train de travailler là-dessus. J'étais un petit peu pointilleux au niveau de l'audio. J'ai peut-être pas l'audio la plus merveilleuse, mais je pense que c'est pas non plus la moins bonne. Fait que j'ai des critères assez élevés au niveau de l'audio. Fait que j'essaie de travailler là-dessus pour avoir... Puis c'est bien parce que je vais avoir... si en cas de pépin, je vais avoir une méthode pour m'en sortir. On commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10 n'est pas mort. Et oui, Microsoft lance une nouvelle version bêta. Windows 10 refuse de mourir. Le support logiciel du système d'exploitation, lancé en juillet 2015, doit pourtant s'arrêter le 14 octobre 2025, après 10 ans de bons et loyaux services, sauf pour les utilisateurs qui accepteront de payer pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Microsoft est visiblement loin d'en avoir terminé avec son Windows 10. L'éditeur a en effet relancé un canal bêta Windows Insider à destination de tous ceux qui voudront tester des améliorations et de nouvelles fonctions, quand même. Étonnant pour un système d'exploitation ayant un pied et demi à la retraite. Mais la réalité est têtue. Une réalité qui est têtue. J'avais jamais entendu ce terme-là. Windows 10 équipe encore aujourd'hui une majorité de PC. Selon StatCounter, 68% roule Windows 10 contre 27% roule Windows 11. Microsoft ne s'y est pas trompé. En fin d'année dernière, Windows 10 accueillait une grosse nouveauté avec Copilot. Alors, un nouveau canal bêta est ouvert à tous les utilisateurs, que leur PC soit compatible ou pas avec Windows 11. Les nouveautés et améliorations de cette mouture Insider seront ajoutées à Windows 10 22H2, la dernière version de l'OS. Il s'agit pour Microsoft d'éprouver des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas très stables. Mieux vaut éviter de se lancer sur un ordinateur de production. Cette version bêta de Windows 10 ne change rien à la date de fin de support. Et participer à ce canal bêta n'étendra pas la prise en charge. Pour ça, il faudra souscrire au programme Extended Security Updates, ESU, ouvert aux particuliers pour la première fois. Windows 11, Microsoft fait marche arrière avec la fameuse fonction IA Recall. Microsoft s'est retrouvé sur la corde raide avec l'introduction de la fonction Recall dans Windows 11, conçue pour les nouveaux Copilot Plus PC équipés de processeurs Snapdragon. Initialement envisagé comme un outil révolutionnaire pour la recherche d'informations en continu, Recall a suscité des interrogations sur les implications potentielles en matière de la protection de la vie privée, ce qui a incité Microsoft à réévaluer son approche. La fonction Recall a été présentée comme changeant la donne, permettant aux utilisateurs de rechercher et de retrouver pratiquement tout ce qu'ils ont fait sur leur ordinateur. Pour ce faire, des captures d'écran étaient réalisées toutes les quelques secondes, quand même, qu'un système d'intelligence artificielle pouvait ensuite analyser pour localiser les informations souhaitées. Bien que le traitement ait été conçu pour être effectué sur l'appareil, des inquiétudes ont été soulevées quant au risque pour la vie privée, surtout en cas de piratage. En réponse à ces inquiétudes croissantes, Microsoft a pris une mesure décisive en annonçant que la fonction Recall serait désormais accessible aux utilisateurs de manière facultative plutôt que de fonctionner par défaut chez tout le monde. Bonne décision. Initialement, la fonction rappel devait être activée par défaut lors de l'installation de Windows 11 sur les PC Copilot Plus. Les utilisateurs ayant la possibilité
possibilité de la désactiver manuellement. Cependant, Microsoft a fait marche arrière et il faudra dorénavant autoriser son fonctionnement pour que celle-ci soit activée. Le processus d'installation mise à jour comprendra un écran dédié demandant explicitement aux utilisateurs de choisir s'ils souhaitent activer ou désactiver la fonction rappel ou recall. En outre, Microsoft a mis en place des mesures de sécurité plus strictes, exigeant que les utilisateurs s'authentifient avec Windows Hello et fournir une preuve de présence avant d'accéder à toute donnée capturée par recall. En outre, Microsoft a répondu aux inquiétudes concernant le cryptage des données en promettant d'améliorer les protocoles de chiffrage ou de chiffrement pour les données stockées par recall. Ces modifications de la fonction recall devraient être mises en œuvre avant que les Copilot Plus PC ne commencent à être livrés le 18 juin, afin que les utilisateurs comprennent bien les implications de la fonction et puissent faire un choix éclairé concernant leurs préférences en matière de protection de la vie privée. Trois nouvelles Xbox Series arrivent cet hiver. Lors de la conférence du Summer Game Fest, Xbox a partagé un nombre incalculable de trailers pour les prochains jeux prévus sur les consoles et sur les PC. Mais la firme a réservé un mini-segment à sa partie matériel, hardware, avec trois nouvelles Xbox Series X, Series S que l'on pourra acheter dans quelques mois seulement. Alors globalement, chaque console est une version améliorée des premiers modèles. Le but pour Xbox est d'apporter le plus de choix possible aux consommateurs en cochant des caractéristiques spécifiques sur certains modèles et non sur d'autres. Avec cette mentalité, l'entreprise nous confirme que la nouvelle fournée de machines sera en tout point identique à la précédente, au moins au niveau du design. La première console dévoilée est une Xbox Series X. Elle abandonne sa couleur noire pour un habit blanc et laisse tomber également son lecteur de disque. En effet, ce nouveau modèle est entièrement numérique. Les joueurs pourront donc profiter des jeux à une puissance optimale tant qu'ils sont dématérialisés. Ceux qui ne veulent pas sacrifier le format mini de leur console, mais profiter d'une meilleure capacité de stockage, peuvent se rabattre sur la Xbox Series S blanche avec 1 Teraoctet de stockage. De cette manière, vous pourrez bénéficier de tout l'espace nécessaire pour collectionner les jeux AAA. Mais si rien de tout cela n'est encore assez bien pour vous, Microsoft a une nouvelle inédite dans le monde des consoles. La firme présente la toute première machine avec 2 Teraoctets de stockage intégré. C'est le double des standards pour la génération actuelle et un stockage que l'on n'a jamais vu nativement, même sur une console dite Pro. En plus d'être performante, la nouvelle Xbox Series X arbore un design novateur avec un motif étoilé sur sa coque. C'est une réelle prise de position de la part du constructeur qui ne fait habituellement pas d'édition fantaisiste. La bonne nouvelle est que cette annonce n'est que le début. La génération est à la moitié de sa durée de vie, mais Xbox nous confirme que ses équipes travaillent déjà sur la prochaine salve de consoles. Alors rendez-vous dans approximativement 3 ans pour en reparler. iOS 18, les messages RCS arrivent enfin sur iPhone. Google affirmait sur le site d'Android que le protocole de messagerie universelle RCS arriverait sur l'iPhone à l'automne. Et en effet, c'est en toute discrétion qu'Apple a annoncé l'intégration de RCS pour Rich Communication Services dans son application Message avec la prochaine mise à jour iOS 18. Ce nouveau standard remplacera progressivement le SMS pour les communications entre iPhone et appareils Android. Cette décision intervient après des années de critiques de la part des usagers sous Android et plus récemment d'une pression accrue des autorités européennes. Pour le moment, on ignore encore la totalité des fonctionnalités de RCS sur iOS 18. Le site d'Apple se contente d'un unique aperçu. La mention RCS apparaîtra dans le champ de saisie pour indiquer le type de connexion. Pourquoi tant de suspense? Car pour les habitués d'iMessage, le passage par les SMS avec des contacts Android est un véritable cauchemar. Les photos et vidéos perdent en qualité, les messages sont tronqués et surtout les conversations ne bénéficient pas du chiffrement bout en bout, une caractéristique clé d'iMessage. Pire encore, les messages envoyés depuis un Android s'affichent dans des bulles vertes, source de confusion et de frustration. Bien heureusement, RCS vient de rectifier le tir.
Ce protocole de communication nouvelle génération offre de nombreux avantages tels que les indicateurs de saisie en train d'écrire, les accusés de lecture, les messages plus longs, l'envoi de photos et vidéos en haute qualité. En résumé, RCS ressemble fortement à iMessage. Il devient enfin le standard pour les communications sur Android. Alors pourquoi Apple a-t-il mis tant de temps à adopter le RCS? Eh bien, on peut imaginer que les campagnes de pression de Google et de Samsung n'y sont pour rien. En revanche, l'annonce surprise d'Apple en novembre dernier coïncide étrangement avec une période de forte pression des régulateurs européens. On peut donc supposer qu'Apple a cédé pour éviter des sanctions onéreuses. Alors, quoi qu'il en soit, l'arrivée de RCS sur iPhone est une excellente nouvelle pour tous. Plus besoin de se soucier de la couleur des bulles de messages. Les communications entre iPhone et Android seront désormais fluides, riches et sécurisées. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie d'iOS 18. macOS Sequoia rapproche toujours plus le Mac de l'iPhone. Chaque année, c'est la même histoire. Apple entretient le mystère autour du nom du futur macOS. Et après Sonoma, qui est macOS 14, eh bien voici donc venir Sequoia, macOS 15. Là aussi, pas de grosse révolution en vue pour les nouveautés classiques, mais quelques fonctions bienvenues. macOS Sequoia ajoute une nouvelle corde à l'arc du bouquet continuité, l'affichage de l'écran de l'iPhone sur le Mac. Utile pour les développeurs, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser leur téléphone au bureau. Les notifications de l'ordinateur s'affichent sur l'iPhone en mode miroir, tandis que l'audio du smartphone sort sur les haut-parleurs du Mac. Le glisser-déposer est également de la partie quand même. Cette nouvelle version du macOS comprend aussi roulement de tambour, attention, une application mot de passe. Présente sur Windows depuis belle lurette, celle-ci était confinée au réglage système sur le Mac. Safari intègre de son côté une poignée de fonctions dopées à l'intelligence artificielle pour mettre en avant des éléments importants d'une page web. Le mode lecteur de Safari a été revu et propose un résumé de l'article. Au niveau de l'interface, un nouveau mode pour positionner les différentes fenêtres sera aussi de la partie. Alors, une fois n'est pas coutume, Apple a aussi mis de l'avant les jeux et les outils proposés aux développeurs pour porter leurs titres, leurs jeux sur Mac. La version du Game Porting Toolkit va aider à l'adaptation des jeux Mac sur iPhone. Une série de nouveaux titres va d'ailleurs sortir sous peu, dont Assassin's Creed Shadows, Control, Palworld, Prince of Persia, The Lost Crown et Valorant. Et oui, alors la Mac est rendue une plateforme de gamer, qui l'eût cru? Google ne confisquera pas les pixels envoyés en réparation. Une clause dans les conditions de service du programme de réparation de Google a fait beaucoup de bruit cette semaine. Elle stipulait en effet que les appareils contenant des pièces non autorisées ne seraient pas retournés à leurs propriétaires. Une politique vivement critiquée par les défenseurs du droit à la réparation. Nathan Proctor, qui est le directeur de la campagne pour le droit à la réparation de l'organisation USPIRG, a déploré la clause en question et je cite « Google doit changer cette politique rapidement. Confisquer un appareil pour l'utilisation de pièces tierces est clairement inacceptable. » Et oui, je supporte M. Gay Gordon Barn, qui est directrice de Repair Association, a comparé cette politique à celle de Samsung, qui exige que les ateliers de réparation signalent les clients utilisant des pièces de rechange non officielles. Elle a souligné, je la cite, qu'il est particulièrement mesquin de refuser de rendre une propriété qui pourrait avoir utilisé une pièce pas d'origine. Elle a également révélé que Google soutenait le droit à la réparation en Oregon et au Colorado, des États américains où des lois sur le sujet ont été récemment adoptées. Kyle Wines, qui est le CEO d'iFixit, a ajouté que cette politique était inhabituelle pour Google et qu'il s'attendait à ce que le texte légal soit bientôt modifié. Fort heureusement, c'est ce qui s'est passé puisque l'entreprise a rapidement corrigé le tir. Ça vaut la peine des fois de crier fort. Et je cite Google, si un client envoie son pixel à Google pour réparation, nous ne le garderons pas
qu'ils contiennent ou non des pièces non autorisées, a rassuré un porte-parole. En revanche, dans certaines situations, nous ne pourrons pas effectuer les réparations s'il y a des préoccupations de sécurité. Dans ce cas, nous le renverrons au client ou travaillerons avec lui pour déterminer les prochaines étapes. Google prévoit de mettre à jour ses conditions générales pour clarifier cette position. La question de la réparation des appareils électroniques reste un sujet sensible pour les grandes entreprises du secteur des technologies. Google a montré sa volonté de corriger les clauses problématiques de son programme de réparation, mais le scepticisme persiste au sein de la communauté des réparateurs. On voit néanmoins que les véritables intentions des entreprises demeurent suspectes ou, à tout le moins, questionnables. Les programmes de réparation sont souvent conçus pour être si restrictifs que peu de consommateurs les utilisent effectivement. Une faille de TikTok a permis de pirater des comptes avec un simple message. Des cybercriminels ont découvert une faille de sécurité dans le code de TikTok. La brèche permet de prendre le contrôle d'un compte TikTok en envoyant un simple message direct, rapportent les personnes de Forbes. Comme l'indique le média, il suffit que la cible ouvre le message pour que les hackers parviennent à leur fin. Il n'y a même pas besoin de persuader l'internaute de télécharger un fichier ou de cliquer sur un lien relayant vers un site frauduleux ou une plateforme de phishing. Concrètement, le message est conçu pour propager un logiciel malveillant sur le téléphone des utilisateurs. Sans action de la part de la victime, le virus va s'octroyer le contrôle du compte TikTok. On n'en sait pas plus sur le fonctionnement de la cyberattaque, qui est aussi simple que redoutable. De même, on ignore si la faille touche toutes les versions de l'application sur Android ou sur iOS. En exploitant cette vulnérabilité, des pirates sont parvenus à compromettre les comptes de plusieurs célébrités, dont Paris Hilton, et d'entreprises d'envergure comme Sony ou CNN. Pour le moment, les objectifs des cybercriminels sont encore inconnus. ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, s'est rapidement rendu compte qu'une attaque informatique visait certains comptes. Le groupe chinois a donc pris des mesures pour protéger ses usagers, précisant que très peu de comptes TikTok ont été piratés au cours de la cyberattaque. Et je les cite, notre équipe de sécurité est au courant d'une attaque potentielle ciblant un certain nombre de comptes, de marques et de célébrités. Nous avons pris des mesures pour arrêter cette attaque et l'empêcher de se produire à l'avenir. Nous travaillerons directement avec les propriétaires de comptes concernés pour rétablir l'accès si nécessaire. Je ne sais pas pourquoi je prends ce terme, déclare Alex Orek, qui est porte-parole de TikTok dans un communiqué adressé à Forbes. Mais il semble que TikTok a corrigé la vulnérabilité. En théorie, il n'est plus possible de prendre le contrôle d'un compte TikTok en transmettant un simple message par le biais de la messagerie. Twitch aussi augmente le prix de son abonnement. Vos abonnements augmentent et vous ne pouvez rien faire pour les arrêter, malheureusement. Le dernier en date à subir une hausse de prix est celui de Spotify, prenant comme justification la taxe sur les services de streaming musical. Mais le monde des jeux vidéo est lui aussi touché. Bien que les augmentations de prix soient plus rares, elles se font toujours mal au portefeuille. Aujourd'hui, c'est Twitch qui nous annonce que son abonnement le moins cher va revoir ses tarifs. Dans un courriel envoyé aux influenceurs, mais aussi aux spectateurs, Amazon informe tous les utilisateurs de Twitch que l'abonnement de niveau 1 augmente son prix mensuel. Il passe ainsi de 3,99 € à 4,99 €. Le subscription devient donc un peu moins abordable qu'auparavant. Si la différence n'est que de 1 € par mois, elle est de 12 € par année et prend de l'ampleur si vous êtes abonné à plusieurs créateurs de contenu. Cette décision a été prise pour 30 pays différents, dont la France. Dans le courriel, Amazon ne passe pas 10 lignes à justifier sa démarche et déclare seulement qu'elle est motivée par la hausse des coûts et les fluctuations des devises locales. Une formule complexe pour désigner le phénomène de l'inflation qui ne cesse de progresser. Pour autant, Twitch ne verra pas tous ses abonnements augmenter. Les subs de niveau 2 et 3 resteront à un prix inchangé, c'est-à-dire 7,99 € et 19,99 € par mois respectivement
pour le moment. D'après les déclarations de la firme, Amazon se réserve le droit, bien sûr, de changer d'avis à tout moment. Il est bon de préciser que ces mises à jour s'appliquent uniquement aux abonnements achetés sur le web sur ordinateur ou sur le web sur mobile. Il n'est fait aucune mention de l'application mobile, via laquelle on peut aussi souscrire à des abonnements. Serait-ce une faille pour continuer à payer l'ancien prix au lieu du nouveau? Eh bien, nous aurons la réponse dans quelques semaines puisque les nouveaux tarifs doivent arriver d'ici le 11 juillet prochain. Cette nouvelle est d'un côté assez négative pour les viewers et de l'autre une opportunité minime pour les créateurs de contenu. Le pourcentage reversé aux streamers sur le prix d'un abonnement reste le même, de sorte que cette augmentation du prix lui permette aussi d'augmenter ses revenus. Bien sûr, au cas par cas, cette hausse est négligeable lorsqu'on décompte la commission gardée par Twitch, mais avec une grande base d'abonnés, les chiffres peuvent rapidement monter. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Après Windows, Proton Pass débarque sur macOS et Linux. D'abord Android et iOS, puis Windows et enfin macOS et GNU Linux. Près d'un an après son premier lancement, Proton Pass s'étend à l'ensemble des systèmes d'exploitation les plus courants. Une bonne nouvelle pour les abonnés du service qui, équipés d'appareils Apple ou tournant sur une distribution basée sur Debian ou Red Hat Linux, devaient se contenter de passer par le service web pour profiter du gestionnaire de mots de passe. Tout comme ses autres déclinations bureau et mobile, Proton Pass pour macOS et Linux intègre le chiffrement de bout en bout et embarque l'ensemble des fonctionnalités présentées depuis son lancement. On y trouve donc une option de partage sécurisé de mots de passe, la prise en charge des passkeys, la compatibilité A2F, l'autorisation à l'authentification à 2 facteurs, le module de création d'alias Hide My Email, ainsi que l'outil Pass Monitor récemment introduit pour alerter en temps les internautes en cas de compromission et de diffusion de leur identifiant sur le dark web. En matière de sécurité et d'intégrité des données, Proton Pass fait appel à l'algorithme de hachage Argon 2, résistant aux attaques par force brute et capable de protéger efficacement les identifiants stockés contre les intrusions, même lorsque le gestionnaire est utilisé en mode hors ligne. Parce que Proton fait rarement les choses à moitié, le déploiement de l'application pour macOS, qui est en bêta depuis décembre dernier, s'accompagne d'une extension pour Safari, laquelle offre un accès rapide aux options les plus importantes du gestionnaire pour permettre une navigation plus rapide et donc plus confortable. Grâce à son mode de fonctionnement cross-platform, Proton Pass se positionne ainsi comme une alternative sérieuse au gestionnaire de mots de passe intégré à Safari qui, aujourd'hui, ne permet pas de synchroniser ses identifiants sur plusieurs appareils ou navigateurs non Apple. Bien que fonctionnelles en l'état, les applications Linux et Mac de Proton Pass devraient connaître quelques améliorations dans les semaines à venir. Sur macOS, d'abord avec la prise en charge de Touch ID à venir, puis sur Linux avec l'intégration prochaine du gestionnaire au mécanisme d'authentification et aux API du système. En d'autres termes, il devrait bientôt être possible de déverrouiller Proton Pass au bout des doigts, à l'aide de son compte utilisateur Linux ou grâce aux méthodes gérées par les modules d'authentification PAM. Alors, Proton Pass est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur macOS comme sur Linux. Si vous êtes déjà abonné au service, vous pourrez coupler votre ordinateur à votre compte Proton sans difficulté, puisqu'il n'impose pas de limite au nombre d'appareils exécutant le gestionnaire. Streaming, le Canada va forcer Netflix, Spotify et les autres à participer au financement de contenus locaux. Et oui, le régulateur canadien de l'audiovisuel a indiqué que les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ et Spotify seront tenues à partir de septembre de consacrer 5% de leurs revenus canadiens au financement des contenus locaux. La loi sur la diffusion continue en ligne, adoptée en 2023, crée un cadre légal pour réglementer les plateformes numériques, les obliger à contribuer financièrement à la création, la production et la distribution de contenus canadiens, comme la musique, les émissions télévisées ou les séries, mais aussi à leur promotion. Cette mesure qui soumet les plateformes de streaming aux mêmes règles que les radiodiffuseurs canadiens traditionnels devrait faire gagner 200 millions de dollars canadiens par année au secteur audiovisuel du pays, estime le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Je cite, « Le financement sera consacré à des domaines où le système canadien de radiodiffusion
à des besoins immédiats, a indiqué le régulateur en citant l'actualité locale, les contenus autochtones et ceux francophones. Pour le président du Digital Media Association, qui représente Amazon, Apple et Spotify, eh bien, cette taxe discriminatoire pourrait aggraver la crise du pouvoir d'achat qui touche actuellement le Canada, notamment chez les jeunes principaux utilisateurs de ces plateformes. C'est extrêmement préoccupant, a déclaré Graham Davis, considérant la contribution significative que les services de streaming musicaux apportent aux artistes et à la culture canadienne. Plus de 6 milliards de dollars canadiens seraient ainsi dépensés dans l'industrie canadienne par les studios et services de streaming, avance l'Association cinématographique Canada, qui regroupe Disney, Netflix, Paramount, Sony, Universal et Warner, Discovery, tout le tralala. La décision discriminatoire d'aujourd'hui va compliquer la tâche des diffuseurs internationaux qui souhaitent collaborer directement avec les créateurs canadiens, a souligné la présidente du groupe, Wendy Noss. De ce côté, la ministre du Patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, a soutenu que l'argent récolté, je la cite, serait réinvesti dans la création canadienne, qu'il s'agisse de musique, de séries télévisées ou de films. Il sera très probablement réinjecté dans les plateformes de streaming. La loi canadienne s'inscrit dans une série de mesures récentes introduites par le gouvernement pour mieux réglementer les géants du web. Moi, je pense qu'ils vont décider d'augmenter les tarifs pour les utilisateurs pour absorber le coût. Mais bon, on verra. Des milliers de clés de déchiffrement mettent à mal l'activité des pirates de Lockbit. Lors d'une conférence sur la cybersécurité organisée à Boston, Brian Vondran, qui est directeur adjoint de la division cyber du FBI, a révélé que ses équipes avaient mis la main sur plus de 7000 clés de déchiffrement Lockbit. Ces clés, obtenues lors de l'opération Chronos en février dernier, permettent de déchiffrer toutes les données verrouillées par le rançongiciel. Ainsi, les victimes peuvent récupérer leurs informations sans verser de rançon en crypto-monnaie. Et je le cite, « Nous contactons les victimes connues de Lockbit et encourageons toute personne qui soupçonne qu'elle a été victime à visiter notre centre de plainte », a indiqué Brian Verdron. Voilà qui va aider les entreprises à se remettre des attaques sans céder aux exigences financières des cybercriminels. L'opération Chronos a permis au FBI, en collaboration avec des polices de nombreux pays, de prendre le contrôle d'une trentaine de serveurs appartenant aux gangs. Sur ces serveurs, les enquêteurs ont découvert les précieuses clés de déchiffrement, de quoi affaiblir considérablement Lockbit. En plus de saisir les clés de déchiffrement, le FBI a également démasqué publiquement le leader de Lockbit. Il s'agit de Dmitry Yurievich Khrouchtchev. Désolé, M. Khrouchtchev. Un ressortissant russe de 31 ans. Brian Vondran, dont le nom est plus facile à prononcer, a précisé que tout était mis en œuvre pour traduire le hacker devant la justice des États-Unis. Selon lui, Khrouchtchev est un criminel davantage pris dans la bureaucratie de la gestion de son entreprise que dans toute activité secrète. Cette révélation ajoute une pression supplémentaire sur le gang du rançongiciel, car elle remet en question la fiabilité de ses opérations. Un clone IA pourrait prendre votre place dans Zoom. Alors imaginez un monde où vous n'avez plus besoin d'assister à vos réunions Zoom, de répondre à vos courriels ou de prendre des appels téléphoniques, a expliqué Eric Yuan dans une interview à The Verge. Un avatar numérique parlera à votre place dans les réunions, répondra à vos courriels et prendra vos appels, vous libérant ainsi du temps pour d'autres activités. Yuan rêve d'un futur où la version numérique de lui-même pourrait se rendre à des réunions pendant qu'il profite de la plage. Cet avatar serait capable de lire et répondre à la majorité de ses courriels, se laissant lui-même les tâches les plus complexes ou les plus valorisantes. Actuellement, la technologie de Zoom en matière d'intelligence artificielle se limite à des résumés générés automatiquement après les réunions. Une fonctionnalité certes utile, mais encore loin des ambitions de Yuan. Et je le cite, « Je déteste vraiment lire mes courriels chaque matin. Et idéalement, ma version d'IA pourrait en lire la plupart, confie-t-il. » Les déclarations
création de Yuan soulève pas mal de questions. Zoom peut-il réellement atteindre cet objectif? La société est encore loin de pouvoir proposer de tels avatars IA, mais elle investit massivement dans la recherche en intelligence artificielle, notamment dans le développement de modèles de langage avancés. Pour le dirigeant, les grands modèles de langage LLM sont essentiels pour rendre ces avatars plus efficaces. En ajustant certains paramètres, ces assistants numériques pourraient acquérir des compétences spécifiques et s'adapter à différentes situations, devenant ainsi plus performants que leurs homologues humains dans certains domaines. Par exemple, Eric Yuan pourrait programmer son avatar pour exceller lorsqu'il s'agit de négocier des ventes, ce qui lui permettrait de se concentrer sur d'autres aspects de son travail. Le patron a comme cherché un autre emploi. Le patron de Zoom reconnaît cependant les défis actuels, notamment le problème des hallucinations de l'IA, où le système produit des réponses incorrectes ou incohérentes, ou même peut-être, je sais pas, des blasphèmes ou des insultes, on ne sait pas. Je pense que le problème des hallucinations sera résolu, affirme-t-il, sans donner de détails sur la manière dont ces hallucinations pourraient être corrigées. Il admet que quelqu'un d'autre devra probablement trouver la solution à ce problème complexe. Eric Yuan insiste également sur le fait que l'IA ne pourra jamais remplacer totalement les interactions humaines. Selon lui, des conversations intimes en personne comme celles qu'on peut avoir dans un café resteront irremplaçables par la technologie. Tesla, vous pouvez maintenant jouer à 75 jeux dans votre voiture grâce à YouTube. Tesla est connu pour ses innovations constantes, non seulement dans le domaine de l'automobile, mais aussi dans celui du divertissement. Récemment, le constructeur a introduit des compétitions de jeux vidéo pendant les recharges lors de sa dernière mise à jour record pour rendre les moments d'attente plus excitants. Avec Tesla Arcade, les propriétaires ont pu profiter de divers jeux intégrés directement dans leur voiture. Il y a quelques jours, YouTube a lancé sa boutique de jeux YouTube Playables, jouables en français, qui permet de jouer directement via un navigateur web. Cette nouveauté est désormais disponible dans les véhicules Tesla et offre aux utilisateurs l'accès à 75 nouveaux titres, y compris des classiques comme Cut the Rope, Chess, Daily Crosswords et Element Blocks. Il suffit d'ouvrir l'application dans le Tesla Theater et de se connecter et de rechercher YouTube Playables pour commencer à jouer. Les jeux peuvent être joués en plein écran ou en mode fenêtré, ce qui permet aux utilisateurs de gérer d'autres fonctions du véhicule comme la climatisation tout en jouant. Cette flexibilité est un ajout majeur pour ceux qui souhaitent se divertir tout en restant à l'arrêt ou qui ont des enfants avec peu de patience. Il fonctionne sur tous les véhicules Tesla, bien que les modèles Intel puissent rencontrer quelques lenteurs. Cette intégration de YouTube Playables arrive à un moment où le constructeur a récemment revu ses ambitions en matière de jeux. Ils ne sont accessibles que lorsque la voiture est à l'arrêt pour assurer la sécurité des occupants. Avec la suppression récente de Steam dans les nouveaux véhicules, Tesla semble se concentrer sur des jeux plus simples et faciles à jouer sans nécessiter de titres de grande envergure. Tesla, c'est 56 milliards de dollars ou rien. Elon Musk continue son chantage. Les actionnaires de Tesla sont sommés de valider le plan de rémunération des 56 milliards de dollars au PDG, au risque de le voir claquer la porte de l'entreprise, prévient un membre du conseil d'administration du constructeur. Alors là, l'émission est préenregistrée, on est jeudi. Ouais, le vote est très attendu, se tiendra ce jeudi 13 juin. Et c'est la seconde fois que les actionnaires doivent se prononcer au sujet de cette compensation colossale. Initialement introduite en 2018 par le conseil d'administration, quand l'entreprise était dans une situation financière délicate. Pour la toucher, l'entrepreneur devrait parvenir à faire grimper la valorisation boursière de Tesla à 650 milliards. Eh bien, un objectif atteint en 2022. Alors qu'Elon Musk devait bénéficier du précieux sésame, eh bien, un juge de l'État du Delaware où Tesla est immatriculé a fait annuler le vote au début de l'année, l'estimant profondément défectueux. Désormais, l'entreprise tente absolument de convaincre les actionnaires d'approuver une seconde fois la proposition.
Et je cite, « Elon n'est pas un dirigeant ordinaire et Tesla n'est pas une entreprise ordinaire. Ainsi, la manière habituelle dont les entreprises rémunèrent leurs principaux dirigeants ne va pas permettre d'obtenir des résultats pour Tesla. Motiver quelqu'un comme Elon demande quelque chose de différent, écrit Robin Delham, qui est la présidente du conseil d'administration, dans une lettre aux actionnaires déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, le régulateur financier américain. Dans sa missive, Delham n'exclut pas un potentiel départ d'Elon Musk s'il n'obtient pas les 56 milliards de dollars. Si Tesla est l'entreprise qui a fait la renommée d'Elon Musk et la principale raison de sa richesse, il passe désormais la majorité de son temps auprès de ses autres sociétés, notamment SpaceX et X.com et XAI. Selon Delham, ce plan de rémunération n'est pas une question d'argent, mais plutôt une manière de motiver Elon Musk à continuer de s'investir dans la fabrication de voitures électriques. Les craintes de la présidente n'émanent pas de nulle part. Elon Musk souhaite détenir une participation plus importante de Tesla dans 25 % contre 13 % actuellement. Il a pour ambition de combiner les efforts du constructeur avec ceux de XAI pour évoluer dans l'intelligence artificielle et a même menacé de séparer les activités d'IA de Tesla si ces demandes n'étaient pas exaucées. Le milliardaire a déjà envisagé de transférer l'immatriculation de Tesla du Delaware au Texas, où les législations liées au travail et à l'environnement sont beaucoup moins strictes. Une entreprise chinoise va déployer, attention, combien? 10 000 satellites. Oui, un nouveau projet fou de méga constellation de satellites vient d'émerger. La compagnie chinoise Landspace se lance dans le secteur des télécommunications depuis l'orbite basse. Landspace est une des premières compagnies privées du secteur spatial chinois qui est dominée par les entreprises étatiques, dépendantes du gouvernement. La compagnie est connue pour avoir fait la toute première mise en orbite par une fusée fonctionnant avec du méthane comme carburant. Depuis quelques années, Landspace fait voler sa fusée Zhuk-2, drôle de nom, dont la capacité équivaut à la fusée européenne Vega et projette de développer un lanceur plus puissant et réutilisable. Eh bien, le 24 mai dernier, Landspace a notifié son intention auprès de l'Union internationale des télécommunications, qui est la branche de l'ONU responsable de l'attribution des fréquences. Le projet Honggu 3 comptera 10 000 satellites répartis sur 160 plans orbitaux. Honggu 3 a pour but de faire de la concurrence à Starlink, la constellation de SpaceX, qui compte déjà plus de 5000 satellites en orbite. D'autres entreprises américaines nourrissent cette même ambition, dont la branche spatiale du géant Amazon, qui a réservé 18 vols d'Ariane 6 pour déployer une partie de ses 3478 satellites Kuiper. Oh là là, Honggu n'est pas le premier projet de ce genre en Chine. L'État chinois soutient un projet de 13 000 satellites et l'entreprise Shanghai Spacecom Satellite Technology propose le projet G60 comptant 12 000 satellites. Déjà, des premiers démonstrateurs ont été mis en orbite. Le déploiement des premières tranches est imminent. Alors, plusieurs autres entreprises chinoises ont pour ambition de se lancer dans ce secteur estimé juteux. Combien d'années nous reste-t-il à être capable de voir les étoiles dans le ciel? Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hey, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Petite parenthèse, j'ai parlé au début de problèmes de console. J'utilise les produits Rode, qui est une compagnie australienne. Et tout matériel peut avoir des problèmes. Mais ce que j'aime bien de Rode, ils offrent souvent des garanties, des plans comme 2 ans de garantie. Mais quand il arrive un pépin, la garantie est expirée selon la durée, quelques mois, peu importe, ils vont honorer quand même la garantie. C'est rare qu'on voit ça aujourd'hui. Mais bon, je fais de la publicité, mais je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas payé par eux. D'ailleurs, Rode a acquis la fameuse compagnie de consoles audio Mackie.
Et ça, c'est une petite parenthèse. Hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!